Les Philippines. Bienvenue dans l'archipel des contradictions, là où le turquoise des lagons côtoie les eaux noires chargées de déchets, là où des plages classées parmi les plus belles au monde se trouvent à quelques kilomètres de bidonvilles parmi les plus densément peuplées de la planète, là où des enfants jouent au milieu des tombes pendant que d'autres se baignent dans des piscines à débordement avec vue sur l'océan. Ce documentaire ne vous montrera pas les Philippines des brochures touristiques, celui d'El Nido et de Boracay, celui des rizières en terrasse et des volcans parfaits. Nous vous montrerons plutôt les entrailles de cette nation fragmentée, les zones d'ombre que le secteur touristique préfère garder hors des circuits, afin que vous puissiez comprendre comment un archipel peut être simultanément un paradis tropical pour quelques millions de visiteurs et un enfer quotidien pour des dizaines de millions d'habitants. Vous allez découvrir que les Philippines ne sont ni un miracle ni une tragédie, mais quelque chose de bien plus complexe, de bien plus fascinant et de bien plus dérangeant. Une expérience sociale à l'échelle d'une nation où la beauté naturelle la plus époustouflante rencontre la pauvreté la plus brutale. Où le tourisme de luxe cohabite avec des pratiques de survie d'un autre âge et où le paradis et l'enfer se télescopent dans un contraste si violent qu'il en devient presque irréel. Alors préparez-vous parce que ce voyage va bouleverser votre vision de ce pays. Il y a exactement 50 ans, Manille n'était qu'une ville portuaire endormie au bord de la baie, un centre urbain de taille modeste où quelques centaines de milliers d'habitants vivaient du commerce maritime et de l'agriculture dans une atmosphère tropicale rythmée par les moussons et les traditions ancestrales. Les quartiers s'étendaient paisiblement, l'espace ne manquait pas, et l'idée même qu'un jour cette ville deviendrait l'une des zones urbaines les plus densément peuplées au monde aurait semblé relever de la pure fiction. Pourtant, en l'espace d'une seule génération, cette capitale philippine s'est transformée en une mégalopole chaotique où plus de 14 millions de personnes s'entassent dans des conditions qui défient l'imagination, avec des quartiers atteignant 70 000 habitants au kilomètre carré dans les bidonvilles comme Tondo, l'une des densités les plus élevées jamais enregistrées sur la planète. Cette transformation vertigineuse n'est pas venue du pétrole comme à Dubaï, ni de l'industrialisation planifiée comme en Chine. Elle est venue de quelque chose de bien plus organique et incontrôlable, l'exode rural massif. Depuis les années 1970, la pauvreté dans les campagnes philippines s'est enracinée, les revenus agricoles ont diminué, les chocs climatiques sont devenus plus fréquents avec les typhons dévastateurs qui balaient régulièrement l'archipel. Des millions de Philippins ont pris le chemin de Manille, attirés par la promesse d'emplois, de salaires, d'opportunités que les provinces rurales ne pouvaient plus offrir. Manille est devenue un aimant irrésistible. La région métropolitaine génère aujourd'hui environ un tiers du PIB du pays tout en n'occupant que moins de 1% de sa superficie. Cette concentration extrême de richesses et d'opportunités a créé un phénomène migratoire sans précédent. Chaque année, des centaines de milliers de personnes continuent d'affluer, cherchant une vie meilleure dans une ville qui n'a jamais été conçue pour accueillir autant de monde car contrairement aux métropoles planifiées, Manille a grandi de façon anarchique, sans vision d'ensemble, sans infrastructure capable d'absorber cette croissance explosive. Le résultat est sous nos yeux, des bidonvilles qui s'étendent à perte de vue, construits avec des matériaux de récupération, du contreplaqué, de la tôle ondulée et des bâches plastiques. Plus de 500 colonies informelles reconnues existent officiellement dans la région métropolitaine, mais en réalité, le nombre est bien plus élevé si l'on compte tous les campements non enregistrés le long des rivières, des voies ferrées et des décharges. Ces quartiers informels ne sont pas des anomalies temporaires qu'on pourrait résorber, ils font partie intégrante du fonctionnement de la ville car ils abritent la main-d'œuvre qui fait tourner Manille. Les femmes de ménage, les chauffeurs, les vendeurs ambulants, les ouvriers du bâtiment, les gardiens, les cuisiniers des restaurants et tous ceux qui permettent aux quartiers riches de Makati et Bonifacio Global City de fonctionner dans leur bulle climatisée. Aujourd'hui, en 2026, cette dualité urbaine atteint son paroxysme. Des gratte-ciels de verre s'élèvent à quelques centaines de mètres de cabanes en tôle, des centres commerciaux géants où l'on peut skier sur de la neige artificielle pendant qu'il fait 35 degrés dehors, côtoient des zones où des familles n'ont pas accès à l'eau potable. Cette juxtaposition brutale n'est pas accidentelle, elle est structurelle et inscrite dans le modèle de développement même du pays car les Philippines ont fait un choix, conscient ou non, elles ont misé sur le tourisme et les services pour leur croissance économique, laissant de côté l'agriculture et l'industrie qui auraient pu maintenir des populations dans les provinces. Cette stratégie a créé une richesse considérable mais cette richesse est restée concentrée dans les mains d'une élite minuscule pendant que la majorité de la population vivait avec moins de 5 $ par jour.
La baie de Manille était autrefois l'un des plus beaux sites naturels d'Asie du Sud-Est, une étendue d'eau scintillante bordée de palmiers où les couchers de soleil embrasaient l'horizon dans une explosion d'orange et de pourpre. Les cartes postales des années 1950 et 1960 montrent une baie immaculée, presque irréelle dans sa perfection tropicale. Aujourd'hui, cette baie est devenue l'un des pires points chauds de pollution plastique d'Asie du Sud-Est. Selon la Commission nationale de gestion des déchets solides, Manille génère 9700 tonnes de déchets chaque jour et 17% de ces déchets, soit plus de 1600 tonnes quotidiennes, sont jetés directement dans les rivières et l'océan sans aucun traitement, sans aucun filtre, sans aucune barrière. Le résultat est une catastrophe environnementale visible depuis l'espace. Des nappes de plastique flottent en permanence à la surface de l'eau, des bouteilles, des sacs, des emballages de fast-food, des contenants de toutes sortes forment des îles artificielles qui dérivent au gré des courants. Une étude de 2021 menée par l'Agence de gestion environnementale des Philippines a révélé que les niveaux dans les eaux côtières étaient 100 fois plus élevés que ce qui est considéré comme sûr pour la baignade. Pourtant, c'est dans ces eaux contaminées que vivent plus de 257 000 personnes dans les bidonvilles côtiers. Ils n'ont pas choisi cet endroit par plaisir, ils y ont été poussés par la logique implacable de l'exclusion urbaine. Quand tous les terrains ont un propriétaire, quand tous les espaces sont occupés, quand le moindre mètre carré a un prix inabordable, il ne reste que les zones que personne ne veut, c'est-à-dire les berges de rivières polluées, les bords de routes et ses franges côtières où la terre rencontre une mer transformée en égout à ciel ouvert. Ces familles vivent dans des maisons à peine plus grandes que 15 mètres carrés construites avec ce qu'elles peuvent trouver, bois pourri, tôle rouillée, vieux plastique et même des sacs de ciment déchirés. Environ 5 à 8 personnes mangent, dorment et cuisinent dans cet espace minuscule. Il n'y a pas d'électricité fiable, pas d'eau potable courante, aucun système d'assainissement digne de ce nom. L'eau qu'ils utilisent pour se laver, pour cuisiner, parfois même pour boire provient de cette baie contaminée ou de puits qui s'enfoncent dans un sol gorgé de pollution. Des boîtes en polystyrène sont réutilisées comme bateaux de fortune pour récupérer des déchets à vendre. Des hommes pataugent chaque jour dans ces eaux toxiques fouillant les ordures flottantes pour trouver du plastique, du métal, n'importe quoi qui puisse être vendu pour quelques centimes. Les maladies sont omniprésentes. La diarrhée, les infections cutanées, les troubles respiratoires font partie du quotidien. Le taux de mortalité infantile chez les moins de 5 ans dans ces bidonvilles est 4 fois plus élevé que dans les quartiers avec un accès adéquat aux soins de santé. Les enfants grandissent dans un environnement saturé de toxines, respirant un air chargé de particules fines, buvant une eau contaminée sans aucune protection. Et pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, des touristes se prélassent sur les plages de sable blanc des îles voisines, photographient des eaux turquoises, postent des images de paradis tropical. Cette coexistence de deux réalités diamétralement opposées n'est pas un accident, elle est le résultat direct d'un modèle économique qui concentre les bénéfices du tourisme entre très peu de mains pendant que les coûts environnementaux et sociaux sont supportés par ceux qui n'ont aucun pouvoir, aucune voix, aucun moyen de s'échapper. Il existe aux Philippines un phénomène qui résume à lui seul toute la brutalité de la pauvreté urbaine, le pagpag. Ce mot tagalog signifie littéralement secouer la poussière. Il désigne de la nourriture récupérée dans les poubelles, lavée, recuite et consommée comme repas. Ce n'est pas un phénomène marginal car des milliers de familles dans les bidonvilles de Manille survivent grâce au pagpag. Le processus est méthodique, presque industriel dans son organisation. Des récupérateurs fouillent les déchets des restaurants de fast-food, particulièrement ceux situés dans les quartiers riches. Ils cherchent spécifiquement les restes de poulet frit, os avec des morceaux de viande encore attachés, peau, cartilage. Ces restes sont collectés dans de grands sacs, transportés vers les bidonvilles puis vendus à des revendeurs qui les lavent, les font bouillir pour éliminer une partie des bactéries, puis les cuisinent dans des sauces simples, généralement de l'adobo, ce mélange de vinaigre, sauce soja et ail qui caractérise la cuisine philippine. Le résultat est ensuite revendu à des prix dérisoires aux familles les plus pauvres. Un kilo de pagpag coûte environ 30 à 40 pesos, soit moins d'$1. Pour des familles qui vivent avec 100 à 200 pesos par jour, c'est la seule façon d'avoir de la viande dans leur assiette. Les os de poulet bouilli servis avec du riz blanc deviennent un repas complet pour des enfants qui autrement n'auraient que du riz pur, sans aucune protéine. Les risques sanitaires sont évidents. Ces aliments ont été jetés pour une raison, ils peuvent contenir des bactéries dangereuses, des toxines, des contaminants. Le lavage et la recuisson ne peuvent pas tout éliminer. Les cas d'intoxication alimentaire sont donc fréquents,
Mais les familles n'ont pas le choix car entre mourir lentement de malnutrition ou risquer une infection, elles choisissent le risque. Le pakpag n'est pas seulement un symptôme de pauvreté extrême, c'est aussi le révélateur brutal du gaspillage alimentaire dans les zones riches. Pour qu'il existe un marché du pakpag, il faut d'abord qu'il y ait suffisamment de nourriture jetée et il y en a. Les restaurants des quartiers aisés jettent quotidiennement des quantités impressionnantes d'aliments à peine entamés, des plats entiers parfois ou simplement parce qu'un client a changé d'avis ou n'a pas terminé son assiette. Cette économie parallèle des déchets alimentaires illustre parfaitement la fracture sociale philippine. D'un côté, des familles qui peuvent se permettre de gaspiller de la nourriture sans y penser. De l'autre, des familles qui fouillent ces mêmes déchets pour survivre. Et entre les deux, aucun pont, aucune connexion, comme si ces deux mondes existaient dans des dimensions parallèles qui ne communiquent jamais. Aux Philippines, il existe également un phénomène culturel et social complexe qui ne peut se réduire ni à une question d'identité de genre, ni à une simple stratégie de survie, mais qui est en réalité un mélange des deux, les ladyboys. On estime leur nombre entre 500 000 et 1 million dans tout le pays, bien qu'aucun recensement officiel n'existe. Le terme englobe des réalités très différentes. Pour certains, il s'agit d'une identité de genre profondément ressentie depuis l'enfance. Pour d'autres, c'est une adaptation à un environnement économique où adopter une présentation féminine ouvre des portes qui resteraient fermées autrement. Dans les quartiers urbains défavorisés, particulièrement à Manille et Cebu, devenir ladyboy peut être une stratégie de survie calculée. Certains secteurs liés au divertissement nocturne, aux services informels, offrent davantage d'opportunités à des ladyboys qu'aux autres jeunes hommes pauvres sans qualification. Cette réalité économique pousse certains adolescents à entreprendre une transition non pas principalement pour des raisons d'identité, mais parce qu'ils ont compris qu'être visible, soigner son apparence féminine et travailler la nuit leur donnera accès à des revenus inaccessibles autrement. La transformation commence souvent très tôt, dès 14 ou 15 ans, parfois encouragée par des pères plus âgés qui montrent qu'il existe un marché. Les hormones féminisantes s'achètent sans ordonnance dans les pharmacies de rue pour quelques dollars. Cette accessibilité rend la transition physique facile, mais comporte des risques médicaux considérables car la prise d'hormones sans suivi expose à des déséquilibres, des complications cardiovasculaires, des troubles métaboliques. Sur les réseaux sociaux, des ladyboys philippins affichent une vie de luxe apparent, maquillage impeccable, sorties dans des clubs, photos avec des touristes fortunés. Ces images créent une illusion puissante pour les jeunes qui observent depuis les bidonvilles. Elles suggèrent qu'il existe une voie vers le succès, vers une vie meilleure, à travers cette transformation. Mais la réalité quotidienne est généralement bien différente. Les revenus restent irréguliers, fortement dépendants de l'apparence, de l'âge et de la demande. L'économie nocturne offre des opportunités, mais elle impose aussi ses contraintes. Horaires décalés, pression constante pour maintenir une certaine image, exposition à des situations à risque, violence de clients, brutalité policière. Avec le temps, les conséquences physiques deviennent visibles. À 35 ans, beaucoup paraissent en avoir 50, usés par les hormones bon marché et le rythme nocturne. Les corps marqués par les injections clandestines de silicone qui ont migré ou provoqué des infections. Les cas de dépression sévère quand les clients se font plus rares, quand l'apparence ne suffit plus à compenser le vieillissement. Et puis vient la question du futur. À 40 ans, que deviennent des ladyboys qui ont passé 20 ans dans l'économie nocturne ? L'accès au marché du travail formel devient presque impossible. Sur un CV, un vide de 2 décennies. L'apparence féminisée qui était un atout économique devient un obstacle insurmontable pour postuler à des emplois conventionnels. Les employeurs ne le disent pas ouvertement, mais le rejet est systématique. Certains tentent de détransitionner, d'adopter à nouveau une présentation masculine, mais le corps a changé, les documents d'identité ne correspondent plus, et psychologiquement, c'est une violence supplémentaire. D'autres se tournent vers des activités encore plus précaires, dépendance totale à des réseaux de solidarité informels qui s'effritent avec le temps. Le piège s'est refermé silencieusement, année après année, sans qu'aucune sortie viable n'ait jamais vraiment existé. Ce phénomène des ladyboys aux Philippines révèle quelque chose de fondamental sur la manière dont la pauvreté façonne les choix, ou plutôt l'absence de choix. Il montre comment un système économique peut transformer l'identité elle-même en stratégie de survie, créant une situation où il devient impossible de distinguer ce qui relève du choix personnel et ce qui relève de la nécessité économique.
Alors que nous arrivons au terme de ce voyage dans les entrailles des Philippines, une question s'impose. Que nous dit vraiment cet archipel sur le monde dans lequel nous vivons en 2026? Les Philippines ne sont pas une anomalie, elles ne sont pas une exception bizarre qui n'aurait rien à voir avec le reste de la planète. Au contraire, elles sont peut-être l'endroit où se manifeste de la façon la plus visible, la plus concentrée, la plus brutale, une tendance globale qui traverse toutes les sociétés contemporaines. La polarisation extrême entre ceux qui possèdent tout et ceux qui ne possèdent rien. Ce qui rend les Philippines si fascinantes et si dérangeantes, c'est qu'elles poussent cette logique jusqu'à ses conséquences ultimes. La beauté naturelle la plus spectaculaire coexiste avec la pauvreté la plus brutale. Des plages classées parmi les plus belles au monde se trouvent à quelques kilomètres de bidonvilles parmi les plus densément peuplées de la planète. Si ce documentaire vous a intéressé, s'il vous a permis de mieux comprendre la dure réalité de certains Philippins, s'il vous a permis de savoir que quelque part dans le monde, certains vivent parmi les morts et sont pourtant dans leur propre pays, alors partagez-le afin que cette information puisse être connue du monde. Abonnez-vous à l'envers du monde pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes car l'information est claire mais l'ignorance affaiblit.